la loi de Gresham. 6 mots pour le qualifier. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Imaginez, vous êtes dans un magasin, dans votre poche, 2 billets. Un billet de 20 € et un billet de 20 valeureux, disons, ou 20 euskos si vous préférez. Lequel allez-vous choisir de dépenser en premier? La plupart d'entre vous allez garder les euros. Et c'est tout à fait normal, parce qu'il y a quelque chose de valorisable, à savoir que ce billet peut être utilisé dans un plus grand nombre d'endroits. Il vous sécurise, vous le préférez. Vous croyez plus dans sa capacité à fournir des services. Ce réflexe instinctif, il est vieux de plusieurs millénaires. Et il a un nom. Il s'appelle la loi de Gresham. 6 mots pour le qualifier. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Thomas Gresham, XVIe siècle, secrétaire du trésor de la couronne Tudor, était un homme de finance, pragmatique et observateur. Et c'est à lui que le théoricien écossais Henry Dunning MacLeod attribuera, quelques siècles plus tard, au XIXe, la formulation de cette loi qui porte aujourd'hui son nom. En réalité, Gresham n'a rien inventé. Nicolas Copernic, oui, le même qui avançait, hérétique qu'il était, que la Terre tournait autour du Soleil, avait formulé en réalité la même observation dans un traité monétaire. Quelques décennies plus tard, on parlera donc de la loi de Gresham-Copernic, histoire de lui rendre justice. Et avant lui déjà, les Grecs, et notamment Aristophane, dans le poème Les Grenouilles, représenté à Athènes en 405 avant notre ère, faisait déjà le même constat. Les bonnes pièces disparaissent des marchés, tandis que les mauvaises circulent partout. Et il fait dire au cœur, au vers 718-733, c'est pareil pour les citoyens. Les honnêtes, comme les compétents, on les thésaurise. Les médiocres, comme les démagogues, on s'en sert pour tout, à bon entendeur. Et ce n'est pas une métaphore abstraite ici. Athènes, ruinée après la guerre du Péloponnèse, avait été obligée d'introduire des pièces de bronze pour financer sa survie. En réalité, il s'agissait de faire circuler un moyen de paiement qui, en l'occurrence, n'allait pas avoir de valeur de gage significative. Les bonnes drachmes d'argent étaient alors thésaurisées, disparaissaient de la circulation, et c'est ce que Aristophane décrivait dans cette pièce de théâtre. Mais attention aux faux amis. Quand on dit que la mauvaise monnaie chasse la bonne, drives out en anglais, ça ne veut pas dire que la bonne disparaît du monde. En réalité, c'est même presque le contraire. C'est celle qui est conservée par les agents économiques qui la gardent, la conservent, mais par ce biais la sortent du jeu. Et celle-ci tend moins à circuler. Tandis que les petites monnaies, sans véritable valeur intrinsèque, elles populent les marchés. Alors pourquoi? Parce qu'il existe une différence majeure entre la valeur faciale d'une pièce, ce que le souverain décrète comme valeur, et sa valeur intrinsèque métallique. Imaginons le système bimétallique, qui a duré des millénaires, depuis la première frappe des monnaies d'ailleurs. Le souverain allait conventionnellement établir un ratio entre l'or et l'argent. Cependant, la réalité économique faisait que certains allaient préférer un type de pièce plutôt qu'une autre, en fonction de ce taux de change imposé par rapport à celui réellement existant sur le marché. Dans la plupart des cas, il s'agissait surtout d'une surévaluation de l'argent, telle que criée par les rois, poussant dès lors à utiliser cette monnaie, la pièce d'argent, dans les transactions du quotidien et sur les marchés, et à conserver les pièces d'or, dont la valeur métallique était plus proche de la valeur faciale. Et ce mécanisme s'est répété dans presque toute l'histoire. C'est comme cela que Copernic l'avait décrit en Pologne au XVIe siècle et que Gresham l'observera à nouveau en Angleterre. Même phénomène, même logique. Jusqu'ici, on a décrit un mécanisme, mais ses conséquences sociales et économiques même sont tout sauf neutres. Gaspard Feluy, un chercheur moderne, l'a démontré dans son étude de la Venise médiévale. Les monnaies noires, ou ces petites pièces de cuivre sans valeur, utilisées au quotidien, perdaient continuellement au change face aux pièces d'or, les fameuses piastres auxquelles nous reviendrons. En conséquence, les plus aisés, les riches, pour le dire platement, qui sont capables de détenir des actifs comme des pièces d'or, étaient en mesure de maintenir la valeur de leur patrimoine, soit de leur pouvoir d'achat. Les pauvres, qui n'avaient pas le choix d'accepter ces petites pièces en paiement de leurs services, se retrouvaient également à avoir une monnaie fondante dans leur poche qui perdait continuellement de la valeur
par rapport à son équivalent pièce d'or. Celles et ceux qui détiennent des titres rémunérateurs ou capables de maintenir leur pouvoir d'achat à travers le temps constituent continuellement un patrimoine supérieur à ceux qui ne peuvent le faire. Rien de différent avec aujourd'hui. Et les gouvernements dans tout ça? Évidemment, ils ont très bien compris l'affaire, et ce depuis des millénaires. Si vous émettez une pièce avec moins de métal qu'annoncé, tout en maintenant sa valeur faciale, celle que vous criez au commun des mortels, vous capturez la différence. Ce bénéfice entre la valeur de frappe et la valeur d'usage, c'est ce qu'on appelle le seigneuriage, ou le profit de la frappe. La mauvaise monnaie circule alors, la bonne disparaît. Pendant ce temps, le souverain encaisse l'écart entre le coût de fabrication et la valeur déclarée. À noter que l'on retrouvera encore ce phénomène dans l'histoire des premières banques publiques, que je vous invite à suivre sur cette chaîne, avec notamment le travail des tourneurs et des changeurs de pièces durant la Renaissance, et particulièrement en Catalogne ou à Gênes, où se sont constituées les premières banques publiques, si nous osons les appeler ainsi. Ajoutons encore l'avantage qu'il y a à avoir la primauté sur l'émission des premières pièces, car cela rentre dans ce même état d'esprit. Si en effet un souverain décide d'abuser de la frappe d'une monnaie d'argent, par exemple, le temps de la réalisation du nouveau taux de change réel qui doit s'établir avec la pièce d'or, ceux qui auront été les premiers à avoir cette monnaie d'argent auront pu la dépenser avec un pouvoir d'achat plus proche et plus élevé de ce qui existait avant. Ce sont donc ceux en bout de chaîne qui sont le plus largement perdants. Pour le souverain, lorsque la masse monétaire augmente et que l'inflation s'ensuit, à production égale, le déficit public, qui est la propre dette qu'il a envers lui-même, se réduit automatiquement. Elle est remboursée en monnaie, si j'ose dire. Deux bénéfices pour le prix d'un. La loi de Gresham est souvent acceptée comme une fatalité. C'est comme ça, deux monnaies coexistent sur un territoire, la mauvaise chasse la bonne. Pourtant, en 1976, Frédéric Hayek, portant sur ses épaules l'école libertarienne, invite à reconsidérer une nouvelle concurrence des monnaies, voire une dénationalisation de la monnaie. Il voit lui alors encore la monnaie comme étant le fruit du souverain. Nous avons vu sur cette chaîne que quand bien même le souverain est l'auteur de l'unité de compte, l'émission monétaire, elle, est privée. Revenons à la thèse d'Hayek. Elle est radicale. Le problème pour lui n'est pas l'existence de mauvaises monnaies. Le problème, c'est le monopole monétaire, l'incapacité pour les citoyens à pouvoir choisir quelle est la meilleure monnaie pour eux. Une réflexion que nous allons transposer à la considération de l'euro numérique, en tout cas les différentes formes qu'il peut prendre. Car à nouveau, c'est une question de choix pour les citoyens, de savoir qui ils veulent comme émetteur de la monnaie qu'ils auraient en poche. Et là où deux différents pendants politiques peuvent se rejoindre, c'est une libre concurrence des monnaies permettant effectivement un tri entre les bonnes et les mauvaises, non pas pour que chacun conserve et thésaurise la bonne, mais pour que, au contraire, au fil du temps, les meilleurs managers de monnaie prévalent sur ceux qui abusent de cette capacité à en émettre, lui faisant perdre de la valeur. Pire encore, contre des actifs existants. Regardez la vidéo sur la création monétaire et sur la véritable source de l'inflation à suivre sur cette chaîne encore une fois. C'est en quelque sorte une inversion de la loi de Gresham, phénomène que l'on retrouve également dans les monnaies complémentaires où on espérerait que le citoyen et la citoyenne soient capables de choisir la monnaie la plus à même de servir ses intérêts, mais également ceux de sa communauté, plutôt par exemple que les intérêts de la finance mondialisée. La loi de Gresham est donc bien plus qu'une curiosité historique ou un fun fact pour une vidéo YouTube. Au contraire, c'est un phénomène monétaire, social, politique, avec de véritables impacts sur la société et sur la valorisation des différentes devises, chose qui impacte donc le portefeuille de chacun. Remonter aux sources de ces différences de valorisation de monnaie est un travail qui a déjà été établi, notamment par Fisher dans son excellent ouvrage sur l'illusion monétaire, démontrant à quel point les citoyens les moins à même de protéger leur épargne étaient finalement toujours ceux qui allaient payer le prix de la dévalorisation des devises. Toutes ces personnes, de la Grèce antique au débat moderne sur la gestion monétaire, nous démontrent encore que la monnaie n'est pas neutre. Elle hiérarchise la société. Elle contribue par sa seule et unique existence, par qui elle est ou qui elle n'est pas, à la redistribution de la richesse au sein de la société, ou au contraire,
à sa concentration. Les systèmes monétaires, nés à travers les premières cités-États et l'essor des empires durant l'Antiquité, ont immédiatement observé ce phénomène. Comprendre la monnaie aujourd'hui, comme nous essayons de le faire sur cette chaîne, nous permet de mieux considérer comment on peut, au sein de la société, réorganiser les redevabilités, le pouvoir et toutes les notions de valeur. La mauvaise monnaie chasse la bonne, mais ce sont les humains qui vont décider lesquels circulent. Et ce choix, comme vous pouvez le faire, est politique par excellence et certainement pas anodin. Voilà, si vous appréciez ce genre de contenu qui vous permettent de comprendre la monnaie, l'économie et les enjeux sociopolitiques qui existent aujourd'hui à travers quelques cadres de lecture historiques, théoriques ou au contraire ancrés dans la réalité du monde moderne, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre cette chaîne, nous ne faisons que de commencer.